Bonjour à tous. On va se réchauffer un peu sous les rayons du soleil d'Égypte. Ne désespérez pas, car après l'hiver vient toujours le printemps. D'ailleurs, en parlant de saison, c'est le thème de la vidéo. Je vous ai cherché de belles images de scènes agricoles pour illustrer cette vidéo, qui proviennent de différentes tombes, des mastabas de l'Ancien Empire, à Saqqara de Mereruka et de Ti, des tombes dans la nécropole de Thèbes, dans la vallée des Nobles, ou dans la nécropole du village de Der el-Medina. Il s'agit des tombes de Hunsu, Mena, Nart, Ipuy ou Senedjem, et de la tombe de Paéri qui se situe à El Kab. La vie des Égyptiens est avant tout rythmée par la crue du Nil et les activités agricoles qui seront la base de leur calendrier. L'année égyptienne compte donc 3 saisons de 4 mois de 30 jours chacun, se nommant Achet, Péret et Shemou. Les saisons de l'inondation, des semailles et des récoltes. Nous parlerons un peu plus en détail du calendrier égyptien dans une prochaine vidéo. Commençons par la première des saisons, Achet. La saison Achet correspond à la période de l'inondation et elle se déroule entre la mi-juillet et la mi-novembre. Son nom s'écrit avec le phonogramme trilitère Achet qui représente un fourré de papyrus et qui, utilisé en idéogramme, signifie inondé. Et nous avons aussi les compléments phonétiques R, le tamis et le petit pain T. Ce mot est déterminé par le signe du soleil, le déterminatif de la division du temps, de la temporalité, car nous parlons d'une saison. La crue du Nil, événement cyclique, n'était pas un événement qui arrive tous les ans précisément le même jour. L'eau de la crue arrive bien avant cette date, apportant avec elle le limon fertile tant attendu. Avec le retour des eaux bienfaitrices débute la nouvelle année et les festivités du Nouvel An. La crue n'atteint pas l'Égypte le jour même du Nouvel An, fixé par le calendrier. Il peut y avoir un décalage d'une dizaine de jours. Imaginez-vous le paysage. Le Nil, fleuve impétueux et tumultueux, dont les eaux sont sorties de son lit, recouvre toute la vallée, jusqu'à la lisière du désert. Seuls émergent de ces eaux les villes et les villages, construits sur des buttes, devenant des îles sur cette étendue aquatique. Image qui n'est pas sans rappeler le Noun, l'océan des origines d'où a émergé la butte primordiale, sur laquelle est venu à l'existence de lui-même le créateur de toutes choses, le démiurge. Pendant cette période, les paysans ne peuvent travailler dans les champs recouverts par les eaux de Hapi, la personnification de la crue. Cependant, les travaux ne manquent pas, car il faut surveiller les digues qui protègent les villages, les réparer si besoin, et maîtriser les eaux qui peuvent détruire les habitations, greniers ou ateliers, construits en briques crues. Et donc, il faut canaliser cette crue. C'est pendant cette saison également que l'on effectue les grands chantiers de construction ordonnés par le roi, comme ceux des temples en pierre ou des complexes pyramidaux dans l'Ancien Empire. Car pendant cette période, un nombre important d'ouvriers formés, bien nourris, soignés et blanchis sont disponibles et la crue facilite également la logistique de transport par bateau des blocs de pierre venus des carrières éloignées. Le retour de la crue coïncidait avec un événement astronomique, le lever héliaque de l'étoile Sirius, c'est-à-dire le lever de cette étoile dans les premières lueurs de l'aube. Cet événement remarquable annonçait le retour des eaux et fixait le Nouvel An. Sirius, en grec Sotis et en égyptien ancien Sépédet, la pointue, est l'étoile la plus brillante du ciel, après le soleil évidemment. Aujourd'hui, elle fait partie de la constellation du Grand Chien, mais en Égypte, elle est associée à la déesse Isis et se trouve à côté de la constellation d'Orion, le chasseur grec, qui en Égypte est identifié au dieu Osiris. C'est la période de l'année où la chaleur est la plus forte, d'ailleurs notre mot canicule vient de canicula en latin, qui signifie petite chienne, en rapport, vous l'aurez compris, avec la constellation du Grand Chien pour les latins.
À la fin de la saison Achet, la décrue s'amorce et les eaux se retirent petit à petit. S'amorce alors la seconde saison, Peret, dont le nom signifie la sortie. Son nom s'écrit avec le phonogramme bilitaire du plan de la maison vu du dessus, per, du T, la désinence du féminin, et du déterminatif de la division du temps que nous avons déjà vu. Le mot peret dérive du verbe peri, sortir, et signifie la sortie, ce qui est à relier avec la germination des plantes, ou avec l'émergence des terres qui réapparaissent de nouveau. Peret, c'est la saison fraîche qui correspond à la décrue progressive du fleuve qui commence à la mi-novembre pour s'achever vers la mi-février. C'est la saison de la germination et de la croissance des plantes et de la levée des cultures. Dès que la décrue commence, les paysans débutent les travaux agricoles. La terre recouverte du limon est bonne à être labourée. Pour ameublir la terre, on utilise l'arère, une charrue primitive avec un soc en bois qui égratine le sol. Ou la houe, un instrument en bois qui sert de pioche pour retourner la terre ou en briser les mottes. L'arère peut être tiré soit par des hommes, soit par des vaches ou des bœufs. Une fois que la terre est bien préparée, c'est le moment de semer. Débutent alors les semailles, durant lesquelles les paysans, sac à l'épaule, lancent et répandent les graines de blé, d'orge ou de lin ou de légumineuses sur les champs à la volée. Il faut maintenant enfuir les graines dans le sol, et pour cela, on fait piétiner sur les champs des troupeaux d'ovins. Outre des moutons, on peut aussi utiliser des bœufs, des vaches et même parfois des porcs pour cette tâche. Il faut attendre à présent que les plantes surgissent et se développent. Pendant la croissance des céréales, les paysans veillent à bien alimenter les canaux d'irrigation et procèdent au désherbage des mauvaises herbes. Une fois que les cultures de céréales ont atteint une certaine taille, la hauteur des hanches d'un homme à peu près, l'administration de l'État en la personne des scribes viennent mesurer grâce à leurs cordes d'arpenteurs les surfaces cultivées afin d'établir les impôts et maintenir le respect du cadastre en vérifiant si les bornes limites des champs n'ont pas été déplacées. Les paysans apportent alors une petite collation pour les scribes, mais aussi un échantillon des épis pour estimer la qualité de la future récolte. Quant aux fraudeurs, ils seront punis par une bonne bastonnade à l'ancienne. Mais le propriétaire des champs sait aussi se montrer bienveillant et généreux et peut offrir aux paysans des baumes parfumés. La troisième et dernière saison se nomme Shemou. Son nom s'écrit avec le phonogramme unilitaire sh, un bassin vu du dessus, du phonogramme bilitaire mou, les trois vaguelettes, qui rappellent l'importance de l'eau pendant cette saison, et du déterminatif de la division du temps, le soleil. Le mot Shemou dérive du verbe shemem, être brûlant, car c'est une saison de forte chaleur. Un autre mot se prononçant de la même façon, mais déterminé par un boisseau et des grains d'orge, et des trois traits désinence du pluriel ou du groupe, signifie récolte, moisson, taxe et redevance. La saison de Shemou s'étend de la mi-mars à la mi-juillet. C'est durant cette saison que l'irrigation est importante et qu'il faut au maximum gérer l'apport en eau aux cultures à l'aide de chadouf,
ou deux sakias. Un shadouf est un appareil à bascule servant à puiser l'eau d'un point d'eau ou d'un cours d'eau ou d'un canal afin d'irriguer les champs. La description de l'Égypte, faite suite à l'expédition de Napoléon, présente plusieurs machines pour élever l'eau, soit mues par la force humaine ou animale, et nous retrouvons nos shadoufs. La sakia ou sakié est une grande roue à eau pour puiser cette eau. Elle ressemble à une noria, mue par traction animale. C'est une sorte de pompe mise en mouvement par un bœuf ou une vache ou un âne. Elle consiste en deux roues engrainées qui montent et descendent à la fois une grappe circulaire de bonbonnes. Ces bonbonnes plongent dans le fleuve, s'y remplissent, remontent et se déversent dans une rigole. Un peu plus physique, vous avez aussi le mental, où l'eau est puisée par la force des bras de deux hommes. Lorsque les plantes ont atteint leur maturité, les paysans procèdent à la moisson, à la récolte. Les céréales, comme l'orge ou le blé, ont alors dépassé la taille d'un homme. Les céréales sont sciées à l'aide d'une faucille à dents en bois, avec une lame en silex ou en bronze. Les paysans ne moissonnent que les épis. La chaume est laissée assez haut sur le champ. Ce travail collectif peut se faire au rythme de chant et être accompagné par la mélodie d'une flûte. Dans les moments de repos, qui sont figurés dans les tombes, on peut voir des femmes apporter une collation et à boire aux moissonneurs. Les enfants de la communauté peuvent participer aux moissons en ramassant au sol les épis tombés. C'est un moment où toute la communauté se retrouve également. Les moissons attirent aussi certains oiseaux qui viennent picorer au sol les graines qui tombent. Comme vous pouvez le voir ici chez Mereruka, où nous avons des sortes de gros pigeons au sol, au pied de cette personne qui rythme la cadence avec le son de sa voix. Et vu qu'il y a une multitude d'oiseaux présents, on en profite pour les chasser. Pour ce faire, on va jeter un grand filet, comme le font les deux personnages à gauche. Après l'effort, on aura donc du hammam machi, du pigeon farci au menu. Les épis récoltés sont ensuite réunis en gerbes et mis en tas. Une belle gerbe est remise par les paysans au maître du domaine pour lui permettre d'appréhender la qualité de la récolte de l'année. Sur les scènes de moisson, on voit parfois la représentation de petites glaneuses qui récupèrent les épis tombés au sol, qu'elles mettent ensuite dans leur sac. Normalement, ça se passe bien, mais il y a parfois des petits crépages de cheveux entre fillettes apparemment. En plus, se tirer sur des tresses nattées, ça fait super mal. Ce qui est marrant dans les représentations de scènes de vie agricole égyptiennes, c'est qu'on a toujours des détails un peu amusants, des scènes d'humour, ou même des mots d'humour qui y sont figurés. Voilà ce qui peut être écrit, par exemple, sur cette scène de moisson qui vient de Mereruka. L'homme situé à l'extrême droite est tourné vers ses camarades et saisit de sa main droite son poignet gauche. Il pourrait s'agir d'un surveillant, mais la légende d'accompagnement incite plutôt à y voir le meilleur des ouvriers, le premier à avoir fini sa ligne, puisqu'évidemment les moissonneurs ne sont pas l'un derrière l'autre, mais côte à côte. Voilà ce qui est écrit. Qui est-ce qui est un gars qui a agi, travaillé au lieu de parler? C'est moi. Je te dis ainsi qu'aux camarades, autant qu'il y en a, que vous êtes tous des cons. Bon, Pierre Montet, qui a traduit à l'époque, n'a pas voulu traduire le terme « hem » par con, mais par une périphrase qui a suggéré tout son sens. Et ce terme sera couramment employé dans l'iconographie égyptienne de l'Ancien Empire. Juste en dessous de la dispute des deux jeunes filles, nous avons une autre scène où nous voyons deux autres jeunes filles. Une scène d'entraide, puisque celle de droite est en train de retirer une épine du pied de celle de gauche. Il faut à présent amener les gerbes d'épis sur l'aire de battage. Le transport s'effectue à l'aide de grands paniers d'osier, portés par des hommes, mais on peut aussi charger les paniers sur un âne, afin de s'épargner de la peine. Enfin, les hommes s'épargnent de la peine, car des fois les braves bêtes sont légèrement récalcitrantes. Devant le tas de gerbes en attente de transport se tient un paysan qui maintient tant bien que mal un sac filet plein, ressemblant à un bouclier de haute taille, qui devra être basculé sur la croupe de l'animal. Il attend manifestement que son compagnon devant lui ait réussi à maîtriser l'âne qui doit porter la charge.
En effet, le bât n'existe pas en Égypte ancienne et les sacs sont chargés directement sur le dos de la bête. On devine l'homme en colère et pressé, arc-bouté sur ses jambes, il tient à l'horizontale la patte avant gauche de l'âne, tandis que de sa main droite il lui tord l'oreille en disant « Joins-toi à lui ». Il faut sans doute comprendre quelque chose comme « Vas-tu te laisser faire et accepter le sac sur ton dos ?» L'ânier qui se trouve à l'arrière accompagne le mouvement de solides coups de bâton en injuriant grossièrement l'animal. Qu'est-ce que c'est que ce trou du cul ? Ah bah c'est ce qui est écrit, hein. Une fois sur l'aire de battage, on dénoue les gerbes afin de disposer les épis. Il faut maintenant séparer le grain de son enveloppe, soit par battage, soit par dépiquage. Le battage est effectué par des hommes qui, munis d'un fléau, frappent les épis pour faire sortir les grains. Pour le dépiquage, on fait fouler les épis par des animaux qui libèrent les grains. Cela peut être des bœufs, des ânes ou bien encore des porcs. Les paysans vont maintenant retirer à l'aide d'une fourche à 3 dents le grain de la paille. Vous pouvez voir sous l'arbre un joueur de flûte qui accompagne le travail, un homme au repos et dans l'arbre vous pouvez voir accrocher une outre pleine d'eau. Un homme appuyé sur sa canne, un vieillard ou alors un homme ayant des séquelles de polio semble superviser cette tâche. Même scène dans le mastaba de Ti où nous voyons la même chose, avec cependant une femme qui balaye l'aire de battage pour récupérer le grain et une autre qui tamise les grains afin d'en retirer la poussière. Une fois que les paysans ont retiré à l'aide d'une fourche à 3 dents le grain de la paille, ils doivent procéder au vannage pour éliminer les balles des enveloppes mélangées au grain. Pour cela, on lance en l'air le mélange grain-balle, le grain plus lourd retombe tandis que les balles plus légères s'envolent plus loin. Ce sont souvent des femmes qui effectuent cette tâche en utilisant des vents sous la forme de paniers courbés ou d'une plaque en bois légèrement courbe. Il ne reste plus à présent qu'à évaluer la récolte avant que celle-ci soit transportée dans des greniers où elles seront stockées. Cette tâche est dévolue à 2 types de fonctionnaires, le scribe des greniers et le mesureur de grains. Les paysans conservent une petite partie de leur récolte pour leur consommation propre, tandis que les scribes comptabilisent la récolte pour l'impôt. Les récoltes de l'année sont à présent stockées dans les greniers, évitant, on l'espère, les disettes et les famines. La récolte sera redistribuée selon les ordres royaux, comme paiement pour services rendus pour les fonctionnaires de l'État, les prêtres, les artisans, l'armée, mais aussi plus largement redistribuée dans le peuple lors des grandes fêtes religieuses qui ponctuent l'année égyptienne. Voilà, j'espère que ce parcours au travers des saisons égyptiennes vous a plu. Un petit Djebairtiou, un petit pouce bleu me le fera comprendre. Abonnez-vous, commentez. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Hotep!